Avant de plonger dans cette histoire, si elle vous touche, laissez un en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Si elle vous révolte, cliquez sur J'aime pour amplifier notre cri de justice. Restez jusqu'à la fin. Une révélation choquante vous attend, prête à bouleverser vos convictions. Dans les rues brumeuses de la banlieue parisienne sous un ciel gris chargé de colère, le commandant Antoine Dubois, un officier décoré de l'armée française, a été abattu sans pitié par Pierre Lefebvre, un policier rongé par la haine raciale. Antoine, en uniforme son insigne scintillant comme un défi à l'injustice, s'était arrêté pour aider une femme désespérée, coincée par une crevaison sur une route déserte. Ses gestes étaient ceux d'un héros discret, calme, précis, humain. Mais Pierre, avec un rictus venimeux, n'a vu qu'une cible. Ignorant le badge militaire d'Antoine, il a craché des insultes raciales. « Sale voleur d'uniforme !» avant de presser la détente laissant le sang d'un soldat tacher l'asphalte mouillé. Ce n'était pas un accident, mais une exécution froide, un acte de mépris qui brûle encore dans nos cœurs. Chaque goutte de sang versée hurle une vérité en France. Terre de liberté, un homme noir en uniforme peut encore être réduit à néant par un préjugé armé. Ce crime n'est pas seulement une tragédie, c'est une déclaration de guerre contre l'honneur militaire, contre l'humanité elle-même. La rage monte implacable face à un système qui a laissé Pierre agir sans frein, protégé par un silence complice. Mais cette fois, l'armée ne restera pas muette. Une tempête se prépare portée par des vétérans et des citoyens unis, prêts à renverser les murs de l'injustice. Antoine n'est pas mort en vain, son sacrifice allume une flamme que nul ne pourra éteindre. Levez-vous, exigez la justice, car le silence tue plus sûrement qu'une balle. La pluie tombait encore doucement sur l'asphalte fissuré de cette route parisienne, là où le commandant Antoine Dubois avait rendu son dernier souffle, son uniforme imbibé de sang, son badge militaire, serré dans une main désormais immobile. Mais ce n'était que le début d'une tempête bien plus grande, une tempête qui allait secouer les fondations mêmes de la justice française. Alors que le corps d'Antoine gisait encore sur le sol, un cri silencieux mais dévastateur, s'élevait une vidéo tournée par un témoin anonyme depuis un balcon. Surplombant, la scène capturait chaque seconde de l'horreur. L'image tremblante montrait Pierre Lefebvre, le policier, avançant avec une arrogance glaçante, son armée pointée sur Antoine et sa voix chargée de mépris, crachant « Je savais qu'il était militaire, mais il s'agenouillait. Comme un sauvage, alors je l'ai abattu avant qu'il ne se relève. » Ces mots d'une cruauté insupportable ont transpercé l'écran comme une lame, réveillant une fureur brute dans le cœur de milliers de personnes. Cette vidéo n'était pas seulement une preuve, c'était une accusation hurlante contre un système qui avait permis à un homme comme Pierre de brandir une arme et un badge sans jamais être tenu responsable. Dans les heures qui suivirent la vidéo, c'est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, partagée par des vétérans, des camarades d'Antoine et des citoyens ordinaires, tous unis par une indignation incandescente. Les images d'Antoine tenant son badge militaire maculé de sang ont traversé les frontières numériques, atteignant les forums militaires et les groupes privés où les anciens compagnons d'armes partageaient leur douleur et leur rage. Mais dans un acte de lâcheté institutionnelle, la vidéo a été retirée des plateformes grand public supprimées sous des prétextes techniques obscurs. Des comptes qui l'avaient partagés ont mystérieusement disparu, leurs propriétaires réduits au silence par une censure invisible mais oppressante. Était-ce la police, les autorités locales? Ou une main plus haute encore cherchant à étouffer la vérité? Personne n'osait le dire à voix haute, mais chacun savait la vérité ne disparaît jamais d'elle-même. Elle est arrachée, écrasée, enterrée par ceux qui craignent son pouvoir. Pourtant, la flamme allumée par Antoine refusait de s'éteindre. Dans un café discret du 18e arrondissement, un ancien camarade d'Antoine, le sergent retraité Julien Moreau, a visionné la vidéo sur son téléphone, les mains tremblantes. Il avait servi avec Antoine lors d'une mission à Gao au Mali, où ils avaient partagé des rations sous un soleil brûlant. Julien a reconnu immédiatement la posture d'Antoine, la manière dont il tenait son badge comme un bouclier, non pas par peur, mais par une dignité indéfectible. Il disait toujours « Ce badge, c'est ma vie. Si quelqu'un me le conteste, il conteste tout ce que je suis. »
Ces mots gravés dans la mémoire de Julien sont devenus un cri de ralliement. Il a transféré la vidéo à un réseau fermé de vétérans, ajoutant une seule question. Laissons-nous un officier mourir sur notre sol sans réponse? En quelques heures, des milliers de partages ont fait renaître la vidéo défiant chaque tentative de censure. Des copies ont circulé sur des clés USB des disques durs cryptés, des serveurs privés comme une rébellion numérique contre l'oubli. Un détail nouveau et glaçant a émergé dans une version non censurée de la vidéo découverte par un hacker anonyme connu sous le pseudonyme L'ombre de l'honneur. Cette version montrait Pierre juste après le tir riant doucement, tout en rangeant son arme puis s'adressant à un collègue invisible hors champ. Un de moins a défilé le 14 juillet. Cette phrase d'une cruauté perverse a transformé la rage en une explosion de colère collective. Les vétérans, les familles de soldats et même des civils qui n'avaient jamais porté l'uniforme ont vu dans ces mots une insulte non seulement à Antoine, mais à l'âme même de la France. Sur un forum militaire, un post anonyme a résumé l'indignation. Si un officier peut être abattu comme un chien en pleine rue, alors à quoi sert notre serment? Ce message, accompagné d'une capture d'écran montrant le badge ensanglanté d'Antoine, a été partagé plus de 100 000 fois en une nuit, devenant un symbole de résistance. À l'étranger, la presse internationale a repris l'histoire avec une vigueur que les médias français semblaient éviter. Le journal Le Temps en Suisse a publié un article cinglant intitulé « La France tutelle ses héros », tandis que la BBC diffusait un extrait de la vidéo avec un avertissement. Ces images révèlent une fracture dans l'âme d'une nation. Chaque mot, chaque image amplifiait la pression sur les autorités françaises qui restaient étrangement silencieuses. Mais dans l'ombre loin des caméras, un fonctionnaire du ministère de la Défense. Un homme discret nommé Michel Laurent a sauvegardé la vidéo sur une clé USB qu'il a glissée dans sa poche. Ses yeux fixés sur l'écran où Antoine s'effondrait en boucle trahissaient une douleur personnelle. Il avait jadis servi sous les ordres d'Antoine lors d'une mission de secours à Beyrouth. Ce soir-là, Michel a murmuré « Pas cette fois, pas lui ». Il a verrouillé son bureau, la clé pressée contre son cœur, sachant que cette vidéo ne serait jamais diffusée à la télévision, mais qu'elle vivrait dans les mémoires de ceux qui refusèrent d'oublier. Cette vidéo n'était pas seulement un document. Elle était une arme, un miroir tendu à une société qui avait trop longtemps fermé les yeux. Elle montrait non seulement la mort d'un homme, mais la trahison d'un idéal. Antoine, avec son badge levé comme un étendard, incarnait l'honneur d'une nation. Pierre, avec son rictus et son arme, incarnait tout ce qui menace de la détruire. Chaque partage, chaque murmure de colère renforçait une vérité. La justice ne peut être étouffée éternellement. La fureur des vétérans, des camarades, des citoyens ordinaires montait comme une vague prête à tout emporter. Et dans les coulisses, l'armée française, silencieuse mais implacable, commençait à bouger, prête à répondre, non pas avec des mots, mais avec des actes. Si cette injustice vous révolte, commentez 1 et partagez cette histoire pour qu'Antoine ne soit jamais oublié. Abonnez-vous pour découvrir la suite, car ce n'est que le début d'une bataille qui va ébranler les fondations. Restez avec nous, la vérité ne s'arrête pas ici, et ce qui vient ensuite vous laissera sans voix. Alors que la vidéo de l'assassinat du commandant Antoine Dubois continuait de hanter les écrans et les consciences semant une colère inextinguible dans les cœurs des Français, un grondement plus profond, plus implacable, émergeait des entrailles de l'institution militaire. Ce n'était pas seulement une indignation publique, c'était une déclaration de guerre silencieuse mais féroce portée par le ministère de la Défense français. Loin des projecteurs, dans une salle souterraine du quartier général militaire à Ballard, un conseil secret s'est réuni convoqué par une autorité que nul n'osait nommer. Ce n'était pas une simple enquête. C'était l'activation d'un protocole rarement invoqué, l'article 9 du Code de défense nationale, une arme juridique réservée aux menaces contre l'intégrité de l'État. La mort d'Antoine n'était plus un crime isolé. Elle était désormais qualifiée d'attaque contre l'honneur de l'armée française, une blessure infligée à la nation elle-même. La rage qui couvait dans cette pièce n'avait rien de tempéré. Elle brûlait d'une intensité qui faisait trembler les murs. Autour de la table, des figures imposantes des généraux, au visage buriné par des décennies de service comme la générale Claire Beaumont et le général Étienne Martin,
fixant un écran où la vidéo de l'incident passait en boucle. Chaque image d'Antoine, son badge militaire, brandi comme un bouclier. Son corps s'effondrant sous le poids d'une balle tirée par Pierre Lefebvre était une accusation muette contre un système qui avait failli. Mais un élément nouveau découvert dans une analyse approfondie a jeté de l'huile sur le feu. Un enregistrement audio extrait d'une communication radio de Pierre capturé par un dispositif de surveillance militaire à proximité. Quelques minutes avant le tir, Pierre avait murmuré à un collègue, via la radio, un officier noir en uniforme. « Ça ne passe pas ici, il va apprendre sa place. » Ces mots d'une froideur calculée n'étaient pas une simple insulte. Ils révélaient une intention préméditée, une haine viscérale qui transformait le meurtre en un acte de défi contre l'autorité militaire. La salle s'est figée le silence aussi lourd qu'un verdict. Claire Beaumont, dont les yeux trahissaient une fureur contenue, a brisé ce silence. Cet homme n'a pas seulement tué un soldat, il a craché sur tout ce que nous défendons. Le ministère de la Défense n'a pas attendu les lenteurs de la justice civile. L'article 9, une clause obscure mais redoutable, donnait à l'armée le pouvoir d'agir sans passer par les tribunaux civils lorsqu'un militaire était attaqué sur le sol national. Ce protocole conçu pour des situations de crise extrême transformait Pierre en une menace stratégique, un ennemi intérieur. Une unité spéciale, le commandement des opérations d'honneur, a été activée dans l'ombre. Composée d'enquêteurs militaires d'anciens commandants de terrain et d'experts en droit martial, cette unité ne répondait qu'aux ordres directs du ministre. Leur mission était claire, identifier, isoler et répondre. Pas de conférence de presse, pas de communiqué officiel. Seulement une machine implacable mise en branle pour protéger l'honneur d'un homme et de toute une institution. Étienne Martin, qui avait jadis partagé une tente avec Antoine sous les étoiles du Sahel, a posé une main sur le dossier devant lui où le nom d'Antoine était écrit en lettres sobres. « Il ne s'agit pas de vengeance », a-t-il déclaré, sa voix tremblant d'une colère maîtrisée, mais de rétablir une vérité que ce pays a trop longtemps ignorée. Un détail inédit a encore attisé l'indignation, une lettre manuscrite retrouvée dans les affaires personnelles d'Antoine, adressée à sa mère, datant de sa dernière mission à l'étranger. « Maman, si je tombe, que ce soit pour la France, pas à cause de ma peau. » Ces mots lus à haute voix par un colonel lors de la réunion ont frappé comme un coup de tonnerre. Ils n'étaient pas seulement un testament, ils étaient un appel à l'action, un cri qui résonnait dans chaque cœur présent. Le Conseil n'a pas hésité. Pierre Lefebvre a été localisé ses accès au système de police désactivé sans préavis, ses communications surveillées. Une opération discrète a été lancée, une voiture noire sans plaque s'est arrêtée devant le commissariat où Pierre travaillait. 3 hommes en civil portant des badges du ministère de la Défense sont entrés. Sans un mot, ont présenté un ordre signé et Pierre a été emmené sans explication. Ses collègues figés n'ont rien dit, mais leurs regards trahissaient une peur grandissante. Ils savaient net que quelque chose d'inéluctable était en marche. Cette intervention n'était pas un simple acte de justice. C'était une démonstration de force. Un message clair que l'armée ne tolérerait plus qu'un de ses officiers soit abattu comme un criminel sur son propre sol. La fureur des militaires ne se limitait pas à Pierre. Elle visait un système qui avait permis à des hommes comme lui de prospérer protégés par des silences complices et des rapports internes jamais suivis d'effet. Le dossier de Pierre, exhumé par l'unité spéciale, révélait 3 plaintes pour usage excessif de la force, toutes classées sans suite. Une note manuscrite d'un supérieur datant d'1 an disait « Surveiller, mais maintenir en poste ». Ce laxisme était une trahison, une tache sur l'honneur de la nation. Dans une salle adjacente, un officier subalterne a murmuré « Si Antoine n'avait pas été noir, serait-il encore en vie ?» Cette question laissée sans réponse flottait comme une accusation contre tous ceux qui avaient fermé les yeux. L'opération militaire baptisée en interne « Bouclier d'honneur » ne cherchait pas à apaiser l'opinion publique, mais à rétablir une ligne rouge. Chaque mouvement était calculé, chaque document scellé sous triple cryptage. Lorsque Pierre a été conduit dans une installation militaire secrète, loin des regards civils, il n'y avait ni caméra ni avocat. Seulement des officiers, des ombres d'un système qui ne pardonnait pas.
La colère qui alimentait leurs actions n'était pas chaotique, elle avait été si froide, méthodique, implacable. Antoine Dubois, avec son badge ensanglanté, était devenu plus qu'un homme, il était le symbole d'une fracture que l'armée refusait de laisser s'élargir. La justice ne viendrait pas des tribunaux, mais d'une institution qui savait que l'honneur ne se négocie pas. Alors que l'opération Bouclier d'honneur se déroulait dans l'ombre loin des regards indiscrets. La vérité sur l'assassinat du commandant Antoine Dubois prenait forme implacable et accablante comme une lame affûtée par la rage collective. Les preuves d'une clarté terrifiante s'amoncelaient dans les dossiers cryptés du ministère de la Défense, chacune révélant l'ampleur de la trahison commise par Pierre Lefebvre. Ce n'était pas une erreur ni un malentendu, c'était un crime prémédité enraciné dans une haine raciale si profonde qu'elle défiait toute justification. Dans une salle d'analyse technique baignée d'une lumière froide, des officiers militaires examinaient chaque fragment de données avec une précision chirurgicale, leur visage figé par une colère qui ne laissait place à aucun doute. La vidéo, les enregistrements radio et un nouvel élément explosif, un capteur biométrique porté par Antoine lors de l'incident, convergeaient vers une seule conclusion. Antoine n'avait pas bougé, n'avait pas résisté, n'avait fait qu'exister en tant que soldat noir sur le sol français. Les données du capteur, récupérées par une équipe d'ingénieurs militaires, révélaient une vérité déchirante au moment où Pierre a tiré le rythme cardiaque d'Antoine, était de stable. Ses mains reposaient sur le volant, son corps toujours attaché par la ceinture de sécurité. Le GPS de son véhicule militaire, une Citroën aux plaques officielles, montrait qu'il était à l'arrêt moteur en marche sur le bord de la route de Lincoln Heights à Paris. Une reconstitution 3D projetée sur un écran géant rejouait la scène avec une précision glaçante. Antoine immobile tenant son badge militaire à la vitre face à Pierre, dont le rictus de mépris semblait gravé dans l'éternité. Mais un détail inédit découvert par un analyste nommé Capitaine Luc Vasseur a fait basculer la salle dans une fureur silencieuse. Une caméra de surveillance urbaine, piratée par un informateur anonyme surnommé l'ombre de l'honneur, montrait Pierre quelques secondes avant le tir, désactivant délibérément son micro de service, comme s'il savait que ses paroles allaient le condamner. Puis, dans un murmure capturé par un dispositif à longue portée, il avait dit « Pas de témoin, pas de problème ». Ces mots prononcés avec une froideur de prédateur ont transformé l'indignation en une tempête de rage. Chaque pièce du puzzle renforçait l'accusation. Les données du véhicule confirmaient que la portière d'Antoine n'avait jamais été ouverte avant que le tir. La balle avait traversé la vitre, perçant son épaule gauche et touchant une artère critique. Les capteurs montraient une chute brutale de son pouls, passant de 72 à 0 en moins de 10 secondes, preuve que Pierre n'avait pas cherché à neutraliser, mais à tuer. La générale Claire Beaumont, les poings serrés sur la table, a murmuré « Il l'a exécuté comme on abat un animal, sachant exactement qui il était ». Le badge militaire d'Antoine, retrouvé plié mais intact dans sa main, portait des traces de sang séché, mais a aussi une empreinte partielle de Pierre, prouvant qu'il l'avait vu toucher et choisi d'ignorer. Cette découverte ajoutée au dossier était plus qu'une preuve. C'était une insulte à l'honneur de chaque soldat qui avait jamais porté l'uniforme. Un autre élément encore plus troublant a émergé des archives de la police. Une note interne datée de 2 ans plus tôt, rédigée par un officier subalterne, signalait Pierre comme « sujet à risque pour comportement discriminatoire répété ». Cette note, jamais suivie des faits, mentionnait un incident où Pierre avait brutalisé un jeune homme d'origine maghrébine, lors d'un contrôle routier, le traitant de voleur déguisé. Le rapport avait été classé sans suite, marqué d'un simple commentaire « à surveiller mais apte au service ». Ce laxisme institutionnel a fait bouillir le sang des officiers présents. Le général Étienne Martin, les yeux fixés sur une photo d'Antoine en uniforme lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe, a déclaré d'une voix rauque « Ce n'est pas seulement Pierre qui a tiré, c'est un système qui lui a donné la permission en fermant les yeux. » Chaque mot résonnait comme un coup de marteau, brisant le silence complice qui avait protégé Pierre pendant des années. Les preuves alignées avec une précision militaire ne laissaient aucune place au doute. Les enregistrements audio comparés aux archives vocales de Pierre lors de sessions de formation confirmaient que la voix était bien la sienne, chaque syllabe chargée de mépris.
Les analyses balistiques montraient que le tir était direct sans angle défensif, prouvant l'absence de menace. Un officier subalterne, le lieutenant Sophie Renaud, a ajouté une note manuscrite au dossier. Aucun avertissement verbal n'a été donné. Le suspect a agi avec une intention claire de tuer un officier en service. Cette phrase écrite en rouge est devenue le pivot qui a renversé le récit policier initial qui prétendait un comportement menaçant de la part d'Antoine. La vérité était indéniable. Pierre avait vu le badge, entendu la fonction d'Antoine et choisi de tirer non par peur, mais par un besoin maladif d'affirmer sa domination. Cette accumulation de preuves n'était pas seulement une condamnation de Pierre. Elle était une accusation contre une culture de silence qui avait permis à des hommes comme lui de prospérer. Dans une salle adjacente, un vétéran, le sergent Julien Moreau, regardait la reconstitution 3D, les larmes contenues dans ses yeux. Il avait partagé une mission avec Antoine où ce dernier avait risqué sa vie pour sauver un civil sous le feu ennemi. Il n'a jamais reculé devant le danger, mais il croyait en la loi ici chez nous, a-t-il murmuré. Cette foi trahie alimentait une colère qui ne demandait plus d'explications, mais des actes. Le conseil militaire réuni sous la direction de Claire Beaumont n'a pas cherché à apaiser cette rage. Ils ont canalisé cette fureur dans une résolution froide. Pierre Lefebvre ne serait pas jugé comme un simple criminel, mais comme une menace à la sécurité nationale. Un homme qui avait osé défier l'honneur de l'armée française en tuant l'un des siens. La machine de la justice militaire désormais en marche ne s'arrêterait pas avant que justice soit rendue, non pas pour apaiser, mais pour protéger ce qu'Antoine représentait, un soldat. Un homme, un Français, trahi par ceux qui auraient dû le défendre. Alors que les preuves accablantes contre Pierre Lefebvre s'empilaient comme des pierres tombales dans les archives militaires, révélant l'horreur d'un crime prémédité, la fureur d'une nation entière s'éveillait, portée par ceux qui avaient partagé l'uniforme et le serment du commandant Antoine Dubois. Ce n'était plus une simple affaire de justice. C'était un soulèvement moral, une tempête d'indignation qui traversait les casernes, les cafés, les rues de France et même les frontières. Les vétérans, les camarades, les citoyens ordinaires, tous se levaient, leur voix unie dans un cri de colère face à l'injustice qui avait arraché un héros en uniforme. Antoine, avec son badge ensanglanté, n'était plus seulement un homme. Il était devenu le symbole d'une fracture, un miroir tendu à une société qui avait trop longtemps toléré le silence face à la discrimination. Cette rage brute et incandescente s'amplifiait dans chaque cœur, porté par une communauté qui refusait de laisser son sacrifice sombrer dans l'oubli. Dans les cercles des vétérans, l'émotion était palpable, presque suffocante. À Lyon, dans un centre de réunion pour anciens combattants, un homme aux cheveux gris. Le capitaine retraité, Marcel Thierry, a brandi une vieille photo d'Antoine prise lors d'une mission à Djibouti. Antoine, sourire discret, se tenait aux côtés de son unité, son béret incliné avec une élégance naturelle. Marcel, la voix tremblante de colère, a lu à haute voix une lettre qu'Antoine lui avait envoyée. « Si je dois prouver ma valeur à chaque coin de rue, alors ce pays a oublié pourquoi nous combattons. » Ces mots comme un coup de poignard ont fait taire la salle. Puis un vétéran plus jeune encore en service a projeté la vidéo fatale sur un mur blanchi. L'image d'Antoine s'effondrant avec son badge dans la main a arraché des murmures de rage. Un message a été partagé dans la foulée. « Si un officier peut être abattu ainsi, qui protégera ceux qui nous protègent ?» En quelques heures, ce cri s'est répandu, repris par des milliers de voix sur des forums militaires, des groupes WhatsApp et des pages Facebook dédiées aux anciens combattants. Un détail inédit, découvert par hasard, a jeté de l'huile sur le feu. Une ancienne camarade d'Antoine, le lieutenant Amélie Dubois, aucun lien de parenté, a retrouvé un enregistrement vocal qu'Antoine avait envoyé à son unité avant son dernier déploiement. Dans ce message, il plaisantait sur les contrôles routiers qu'il subissait souvent à Paris, disant « Un jour, je montrerai mon badge et ils me verront comme un soldat, pas comme une menace. » Cet enregistrement partagé lors d'une réunion informelle à l'école militaire a brisé quelque chose dans l'âme des présents. Amélie, les larmes contenues, a murmuré « Il croyait encore en nous, en ce pays. » Et on l'a laissé mourir. Ce moment a transformé la douleur en une colère collective, un feu qui ne demandait qu'à consumer ceux qui avaient honte permis.
à Pierre Lefebvre d'agir sans entrave. Les réseaux sociaux, malgré la censure, sont devenus un champ de bataille. Des comptes anonymes souvent tenus par des vétérans repostent la vidéo avec des légendes cinglantes. Antoine Dubois, commandant mort pour avoir aidé une civile. Où est la justice? À Marseille, un groupe d'anciens parachutistes a organisé une veillée silencieuse devant la préfecture tenant des pancartes avec une seule phrase: « L'honneur ne se négocie pas ». Les médias internationaux comme The Guardian et Der Spiegel ont repris l'histoire titrant « Un officier français a battu la honte d'une nation ». Ces articles traduits et partagés ont amplifié la pression forçant les autorités françaises à affronter une vérité qu'elles auraient préféré enterrer. À Paris, un graffiti est apparu sur un mur près de l'Arc de Triomphe, une silhouette d'Antoine en uniforme avec les mots « Pas oublié, pas pardonné ». Personne n'a revendiqué l'œuvre, mais elle est devenue un point de ralliement pour ceux qui refusaient le silence. La communauté civile s'est jointe à ce soulèvement moral. Dans un café de Belleville, une serveuse nommée Fatou, qui avait grandi dans le même quartier qu'Antoine, a affiché une photo de lui sur le comptoir accompagnée d'une simple note « Il était des nôtres ». Les clients jeunes et vieux ont commencé à laisser des messages de soutien, transformant le café en un mémorial impromptu. Une étudiante en droit, Sophie Leclerc, a lancé une pétition en ligne demandant une enquête publique recueillant plus de 50 000 signatures en une nuit. Mais ce n'était pas seulement une question de justice légale, c'était une révolte contre un système qui avait permis à un homme comme Pierre de porter un badge tout en méprisant ceux qu'il était censé protéger. Chaque partage, chaque message, chaque bougie allumée était un cri de défi. Antoine Dubois n'est pas mort en vain. Cette colère n'était pas chaotique. Elle a été canalisée, amplifiée par ceux qui avaient connu Antoine, qui avaient marché à ses côtés, qui avaient vu en lui l'incarnation de l'honneur militaire. Dans une base navale à Toulon, un amiral a interrompu une formation pour projeter la photo d'Antoine et déclarer « Si nous laissons cela passer, nous trahissons chaque soldat qui porte cet uniforme. » Les jeunes recrues silencieuses ont hoché la tête, leurs poings serrés. La mort d'Antoine n'était plus seulement une tragédie. Elle était devenue un appel à réformer un système où la couleur de peau pouvait encore primer sur un insigne militaire. Cette rage collective portée par les vétérans et les citoyens était un avertissement: l'honneur d'un soldat ne peut être piétiné sans conséquence. La mémoire d'Antoine gravée dans chaque partage, chaque murmure, chaque regard indigné devenait une arme contre l'injustice, une flamme que nul ne pouvait éteindre. Alors que la colère des vétérans et des citoyens enflammait les rues et les réseaux, transformant le nom d'Antoine Dubois en un cri de ralliement contre l'injustice. Une machine bien plus froide et implacable se mettait en mouvement dans les entrailles du système militaire français. Pierre Lefebvre, l'homme qui avait osé abattre un officier en uniforme, n'était plus un simple policier. Il était devenu une menace stratégique, un ennemi de l'honneur national. Dans une installation souterraine secrète, loin des regards civils, son sort se jouait sous le poids d'une justice militaire aussi silencieuse que mortelle. À minuit, sous une lumière blanche qui ne laissait aucune ombre, Pierre fut escorté dans une salle austère. Ses poignets entravés par des liens tactiques, son arrogance brisée par le regard perçant des officiers qui l'entouraient. Ce n'était pas un tribunal ordinaire. C'était une cour martiale d'exception où les règles civiles n'avaient en plus cours et où la vérité pesait plus lourd que n'importe quelle défense. La salle dépourvue de fenêtres vibrait d'une tension presque palpable. Pierre, assis sur une chaise métallique boulonnée au sol, faisait face à un conseil de 7 officiers, parmi lesquels la générale Claire Beaumont et le général Étienne Martin, dont les visages semblaient sculptés dans une rage contenue. Un nouvel élément découvert par un analyste du renseignement militaire a jeté une lumière encore plus sinistre sur l'affaire. Une caméra corporelle prétendument défectueuse, portée par un collègue de Pierre lors de l'incident, avait été récupérée et analysée. Bien que l'image soit floue, l'audio capturait une conversation chuchotée juste après le tir. Pierre, riant doucement, avait dit à son équipier « Il pensait que son uniforme le sauverait. Il s'est trompé. » Ces mots d'une cruauté glaçante n'étaient pas seulement une confession.
Ils étaient une déclaration de guerre contre tout ce que l'uniforme d'Antoine représentait. Claire Beaumont, les poings serrés, a fixé Pierre dans les yeux. Vous avez vu son badge, vous saviez qu'il était des nôtres, et vous avez tiré. Pourquoi? Pierre, le regard fuyant, a murmuré une excuse usée. Je me sentais menacé. La réponse a été accueillie par un silence si lourd qu'il semblait écraser l'air même de la pièce. L'interrogatoire n'était pas une simple formalité. C'était une dissection méthodique de la vérité. Pierre n'avait aucun droit à un avocat civil, aucun accès à la presse, aucune échappatoire. Sous l'autorité de l'article 9 du Code de défense nationale, il était traité comme une menace à la sécurité nationale, un statut qui le dépouillait de toute protection juridique classique. Une autre révélation a attisé la fureur des officiers. Un journal de bord numérique extrait des serveurs de la police montrait que Pierre avait falsifié son rapport initial, omettant délibérément de mentionner le badge militaire d'Antoine et décrivant la victime comme un individu suspect agissant de manière agressive. Ce mensonge découvert grâce à une cyberopération menée par une unité spéciale a transformé la colère en une condamnation sans appel. Étienne Martin, qui avait partagé des nuits de veille avec Antoine dans le désert, a posé une photo d'Antoine sur la table, son uniforme éclatant sous le soleil d'une cérémonie à l'école militaire. Cet homme a sauvé des vies sous les balles ennemies, a-t-il déclaré la voix tremblante de rage. Vous l'avez abattu comme un chien, puis vous avez ri. Le Conseil n'a pas cherché à délibérer longtemps. Les preuves accablantes ne laissaient aucune place au doute. Pierre avait agi avec une intention raciale explicite, défiant l'honneur militaire et la loi. Une sanction fut prononcée non pas sous la forme d'un verdict public, mais d'un ordre scellé signé par les 7 officiers. Dans un geste inédit, le Conseil a décidé de marquer l'exécution de la sentence par un rituel symbolique. Le badge de Pierre, celui qu'il portait fièrement comme policier, fut retiré et brûlé devant lui, un acte signifiant qu'il avait perdu tout droit de représenter l'autorité. La sentence, bien que non précisée dans les archives publiques, était claire pour ceux qui connaissaient entre les protocoles militaires. Pierre ne reverrait jamais la lumière du jour. L'opération, menée dans une base militaire secrète près de Vincennes, s'est déroulée sans un mot de trop, sans caméra, sans trace. Une note manuscrite signée par Claire Beaumont a été ajoutée au dossier pour Antoine pour l'honneur pour la France. Plus jamais. Cette justice rapide et sans compromis n'était pas une vengeance. C'était une affirmation que l'honneur militaire ne pouvait être piétiné sans conséquence. La rage qui animait chaque officier dans cette salle n'était pas seulement dirigée contre Pierre, mais contre un système qui avait permis à un homme comme lui de prospérer protégé par des silences complices. Le sort de Pierre était un message: quiconque oserait s'attaquer à un soldat français sur son propre sol affronterait la pleine force d'une institution qui ne pardonne pas. Alors que les portes de la salle se refermaient, un officier subalterne observant depuis une pièce adjacente a murmuré: « Antoine n'est pas mort en vain. Il a forcé le système à se regarder dans le miroir. » Cette sentence, bien que secrète, a résonné comme un coup de tonnerre dans les cercles militaires, un avertissement que l'honneur ne se négocie pas et que la mémoire d'Antoine Dubois resterait gravée comme une ligne rouge à ne jamais franchir. Si cette histoire d'injustice et de justice vous émeut, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si la rage vous consume, partagez ce récit pour que le nom d'Antoine vive éternellement. La prochaine partie révélera un tournant inattendu qui changera tout. Restez avec nous, car la vérité ne s'arrête jamais. Alors que l'ombre de la justice militaire refermait ses griffes sur Pierre Lefebvre, scellant son destin dans une salle souterraine où l'honneur d'Antoine Dubois brillait plus fort que jamais, une vague de mémoire et de révolte continuait de déferler sur la France, transformant la mort d'un homme en un cri pour la vérité. Le commandant Antoine Dubois n'était plus seulement une victime. Il était devenu un symbole, une flamme inextinguible qui éclairait les fractures d'une nation. Dans les casernes, les écoles, les places publiques, son nom résonnait comme un appel à ne plus jamais fermer les yeux. Sa mort, loin d'être un point final, était le début d'un héritage qui allait redéfinir ce que signifie porter l'uniforme en France. Dans une petite salle de l'école militaire à Paris, une plaque sobre fut apposée sur un mur de pierre, salle Dubois, où la justice commence par l'honneur, pas par la couleur.
Cette inscription dévoilée sans cérémonie était plus qu'un hommage. C'était une déclaration de guerre contre l'oubli. Un détail poignant découvert dans les archives personnelles d'Antoine a ravivé la fureur collective, un carnet qu'il portait toujours sur lui, où il avait noté après un contrôle policier humiliant: « Je ne plierai jamais même si ma peau fait de moi une cible. » Ces mots lus lors d'une réunion d'officiers ont transformé la douleur en une rage incandescente. La générale Claire Beaumont, tenant le carnet, a juré: « Chaque soldat doit désormais savoir que cet uniforme est un bouclier, pas une cible. » Cette promesse a donné naissance à une réforme sans précédent, un protocole militaire exigeant que tout abus contre un soldat en service soit traité comme une atteinte à la sécurité nationale. À Montmartre, un banc où Antoine aimait lire le journal fut marqué d'une plaque discrète. Ici, il lisait « Pas mouret ». Ce lieu devenu un sanctuaire attirait des passants qui y laissaient non des journaux pliés comme un rituel muet. Une jeune recrue visitant le banc a murmuré: « Il est mourant pour nous, mais nous vivons pour lui. » Ce sentiment alimentait une colère constructive des unités militaires ont intégré ça la règle du bois, dans leur formation enseignant que l'honneur transcende la couleur de peau. À l'International des vétérans français, on partageait cette règle, faisant d'Antoine un symbole mondial de résistance contre l'injustice. Sa mémoire, portée par des milliers de voix, a forcé le système à reconnaître ses failles, promettant qu'aucun soldat ne tomberait plus sous le poids du préjugé. Cette rage canalisée dans des réformes et des hommages n'était pas seulement un cri contre Pierre, c'était un défi à un système qui avait laissé l'injustice prospérer. Antoine Dubois, par son sacrifice, a planté une graine de changement, un héritage qui vivra dans chaque soldat qui refuse de baisser les yeux face à l'injustice. Sa mort a brisé le silence, et son nom gravé dans la pierre et dans les cœurs restera un rappel: l'honneur ne se négocie pas et la justice ne peut attendre. Alors que la mémoire d'Antoine Dubois s'ancrait dans les cœurs gravés sur des plaques et dans des serments militaires, sa mort continuait d'alimenter une colère ardente, un cri qui refusait de s'éteindre. Loin des hommages silencieux, une vérité brutale émergeait. Antoine n'était pas seulement un martyr, mais un miroir révélant les failles d'une nation. Dans une école de cadets à Brest, un instructeur a brandi une lettre inédite d'Antoine, écrite à sa sœur: « Si je tombe, que ce ne soit pas parce que ma peau est un crime. » Ces mots lus à haute voix ont transformé la salle en un volcan de rage contenue. Cette indignation n'était pas un simple deuil, c'était un appel à briser les chaînes du silence. La règle du bois, désormais enseignée, ordonnait à chaque soldat de défier l'injustice non par vengeance, mais par devoir. À Paris, un mémorial improvisé, une étoile peinte sur le trottoir où Antoine est tombé, attirait des foules chacune, laissant une fleur, un journal, un cri muet contre l'oubli. Sa mort a forcé la France à regarder son reflet, un pays où l'honneur doit triompher des préjugés. Antoine n'a pas vécu pour être un héros. Il est mort pour que la justice devienne une exigence, une flamme que nul ne peut éteindre.